L'Ukraine est au centre des attentions mondiales après l'envoi dans le pays de l'armée russe par Vladimir Poutine cette nuit. De nombreuses villes ont été bombardées, dont Kiev, la capitale. Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi à la mi-journée, dénonçant un acte de guerre auquel nous répondrons sans faiblesse avec sang-froid, assurant l'Ukraine de son soutien. Il a par ailleurs annoncé la tenue d'un discours devant le Parlement ce vendredi. Est-ce que ce nouvel épisode international pourrait avoir des conséquences sur l'élection présidentielle dans 5 petites semaines? Rien n'est moins sûr, d'autant que la France préside l'Union européenne depuis le début de l'année. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de rester les bras croisés sans rien faire. Il veut aussi montrer son influence dans le monde, aux côtés des États-Unis, frère ennemi de la Russie depuis 1945. L'invasion de l'Ukraine par la Russie soulève donc une question. Un tel événement pourrait-il conduire à un report de l'élection qui doit se tenir les 10 et 24 avril? La réponse est clairement non. Dans tous les cas, un tel scénario n'est pas prévu par la Constitution. On en débat ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Julien. Alors, presque 2 questions ce soir. Moi, je vous propose d'abord qu'on démarre sur la situation en Ukraine et votre sentiment sur ce qui est en train de se passer dans cette région du monde. Et puis ensuite, bien évidemment, on parlera de l'impact probable, possible ou pas du tout sur la présidentielle. Julien, quel est votre avis sur ce qui est en train de se passer, particulièrement depuis cette nuit? Avec beaucoup de tristesse, évidemment, pour le peuple ukrainien, mais évidemment partagé par tous. Parce qu'un peuple européen comme ça, qui connaît des bombardements, des situations de guerre, ça ne peut que nous affecter. Mais aussi une pensée pour la Russie. Parce que vous savez, je suis un amoureux de la Russie, de la culture russe. Et finalement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est un peu le fruit de l'inconséquence de l'OTAN, de l'Occident, telle que la politique a été menée depuis 2004 en particulier, le moment où on a décidé d'intégrer les États baltes au sein de l'OTAN, de déployer un bouclier antimissile clairement à vocation défensive anti-russe. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire non pas comprendre ni excuser l'emploi de la force, parce que ça c'est intolérable. Par contre, une politique étrangère, on va dire affirmative de la Russie, oui, clairement, ça peut se comprendre, et on a loupé le coche, certainement, à la fin de la guerre froide, où il aurait fallu peut-être essayer de mettre en œuvre une alliance qui allait de Vladivostok à Vancouver. Est-ce que c'était possible de le faire, Julien? Oui, tout à fait. Est-ce que c'était possible de le faire avec quelqu'un comme Poutine? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui? Vous savez, Vladimir Poutine, en 2001, ça a été le premier à témoigner de sa solidarité après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est vrai que le Poutine qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui qu'on a poussé vers les tendances anti-occidentales de la Russie. Il a construit aujourd'hui sa popularité politique en Russie sur ce penchant anti-occidental, et il a été bien aidé en cela par la politique expansionniste de l'OTAN. Et Dieu sait que je suis un atlantiste au niveau français, mais par contre, j'estime que la Russie a le droit d'avoir son étranger proche, comme il le considère, et que la sphère d'influence d'un grand pays comme la Russie, on ne met pas un ours en cage sans risquer à un moment donné de se prendre des coups de griffe. Et c'est ce que malheureusement le peuple ukrainien vit actuellement. Philippe? Écoutez, Déjà, est-ce que vous partagez l'analyse de Julien ou pas en totalité? Non, je la partage, et je sais que Julien est très à l'aise sur ce sujet. On a effectivement des années, pendant des années, on a loupé sans doute des périodes où des choses auraient pu être faites, et où on paye aujourd'hui effectivement un certain nombre de décisions ou de non-décisions. Cependant, comme tout un chacun, je crois que je suis ce soir extrêmement peiné de ce qui a pu se passer cette nuit. On s'y attendait, on savait que ces choses-là allaient arriver, et on ne savait pas quand, mais bon, nous y voilà. On revit effectivement des images qu'on avait sans doute plus connues depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est impressionnant de voir que les choses qui ont pu se passer il y a 50 ans se reproduisent encore, toujours dans des conditions d'affrontement terribles qui vont amener des civils à disparaître. Et on est finalement, parce que l'Ukraine c'est à 2 heures d'avion de chez nous, hein. Est-ce que vous pensez que ça peut aller plus loin et qu'il peut y avoir une forme d'escalade? Parce que là, c'est l'Europe, là, hein, dont il s'agit. On est d'accord qu'on est sur le même continent. L'escalade est tout à fait possible. Tout dépend des décisions qui vont être prises au niveau de l'OTAN, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, au niveau de chaque pays qui entoure la Russie, et au-delà, évidemment. D'ailleurs, c'est demain qu'Emmanuel Macron devra annoncer à l'issue de la réunion avec le G7. Qu'est-ce qu'il y a de la riposte?
la riposte. Elle a déjà été un peu présentée par l'interview du chef de l'État ce matin, avec des sanctions certes économiques, mais aussi militaires, telles qu'elles ont été en tout cas comprises dans son allocution. Donc c'est pas la nature de cette intervention militaire. C'est pour l'Ukraine, ce que fera... Oui, mais mais bon, si c'est de l'envoi d'armes ou si c'est de troupes. C'est bien ça. De troupes, ça paraît exclu. Ça paraît exclu pour le moment, mais c'est vrai que ça pourrait être assez dément si effectivement on s'engage dans un conflit qui risque d'être... face à la Russie, c'est l'ouverture d'une troisième guerre mondiale. On va donner la parole à Bérengère Noguier, notre invité. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Comme beaucoup de Français, alors moi je disais à Coralie tout à l'heure en aparté, je me suis levée cette nuit et j'ai eu le malheur de regarder mon téléphone machinalement, et quand j'ai vu, parce que comme beaucoup, je pense qu'on espère toujours que la situation va s'apaiser, et on n'avait pas imaginé qu'une intervention militaire et une déclaration de guerre finalement puisse intervenir aussi rapidement. En tout cas moi j'ai pas la connaissance de Julien sur ce sujet-là, donc je l'ai regardé un peu comme beaucoup avec des frissons, avec de la peur, en se disant finalement est-ce que l'homme est capable d'apprendre de son histoire, puisque la Seconde Guerre mondiale c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'est-ce qui aujourd'hui nous garantit que finalement les choses ne pourraient pas se dégrader. Je crois qu'aujourd'hui la France elle a une grande responsabilité, puisque en détenant la présidence aussi de l'Union européenne, forcément que l'attitude de notre pays va être déterminante. Va devoir entraîner aussi, j'imagine, les alliés dans des prises de décision. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir être ferme et mesuré à la fois, pour pas non plus être incité, je veux dire, à cette escalade que personne ne souhaite, bien entendu. Alors on a entendu Vladimir Poutine dire que finalement il n'avait pas envie d'y rester en Ukraine. Il a plutôt l'intention d'intervenir là, je pense, et ensuite effectivement probablement de se retirer. Est-ce que vous y croyez à ça? Oui, j'y crois, parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un gouvernement pro-russe. Clairement, si vous voulez, c'est aujourd'hui certainement que la Russie n'a plus les moyens d'avoir une occupation violente d'un pays proche, et le soft power russe est toujours un peu hard power. Il n'ira pas jusqu'à l'annexer? Je ne le crois pas, enfin j'en sais rien, aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a en Russie et chez Vladimir Poutine une nostalgie de la situation impériale. Il faut savoir quand même que l'Ukraine, historiquement, le nom c'est Petite Russie. Donc ça fait des siècles que l'Ukraine est d'ailleurs le berceau de la civilisation russe et se situe à Kiev. Donc il y a vraiment, quand il dit ça, c'est pas du chiquet. On peut considérer que ce sont des prétextes, mais non, il y a une vraie part de légitimité pour la Russie à revendiquer une influence sur l'Ukraine. Et voilà, moi je crois qu'il veut simplement retrouver cette influence-là, et le fait que l'Ukraine ne se tourne pas vers l'Europe et vers l'OTAN. Or, aujourd'hui, force est de constater que dans l'opinion ukrainienne, les actions russes depuis 2013 ont considérablement fait évoluer l'opinion, puisque de 34% d'Ukrainiens favorables à l'entrée dans l'OTAN en 2013, on est passé aujourd'hui à 58%. Donc on voit bien que cette menace... Voilà. Donc stratégiquement, je ne suis pas sûr que pour Vladimir Poutine, ce soit le bon calcul. Et en fait, Poutine a dit en 2010 « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur ». Mais celui qui voudrait la faire renaître n'aurait pas de tête. Espérons simplement que Poutine n'a pas perdu sa tête. Oui. Philippe, qu'est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Je rajoutais que effectivement les spécialistes en armement militaire s'accordent à dire que certes l'armée russe est beaucoup plus puissante que l'armée ukrainienne. Tout le monde s'entend là-dessus, mais que le combat des soldats face effectivement au peuple ukrainien risque d'être beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Philippe, un mot également sur les conséquences, puisque c'était l'origine de notre débat, les conséquences sur la présidentielle. Déjà, est-ce que selon vous, il y en aura, et quelles pourraient être ces conséquences?
Alors, fatalement, il va y avoir des conséquences. Elles existent déjà. On a aujourd'hui un président de la République qui n'est pas déclaré, qui devait sans doute l'être la semaine prochaine et qui va se déclarer dans un contexte très particulier. C'est sans doute peut-être une première dans le pays. Donc là, voilà une conséquence directe qui l'oblige à attendre et à le faire sans doute dans des conditions qu'il n'aurait sans doute pas souhaitées. Première chose. Deuxième chose, effectivement, aujourd'hui, les Français sont accaparés par cette guerre et vont l'être sans doute encore pendant de nombreuses semaines. Et les présidentielles sont reléguées un peu au deuxième plan, et on peut le comprendre, même si c'est quand même notre démocratie qui se joue dans quelques semaines. Est-ce que ça va renforcer Emmanuel Macron dans sa stature de chef d'État ? Sans doute qu'il va avoir, entre guillemets, un bonus par rapport à ses actions, par rapport à ce qui a pu être fait, cette tentative de conciliation, parce que on a beau même dire s'il a échoué. Mais on a beau dire ce qu'on veut, mais il est quand même allé chez Poutine, ils ont échangé. J'aime bien toutes les personnes qui rigolent face à l'échec, soi-disant, de notre président, mais fallait-il encore y aller et défendre aussi la présidence européenne et tout ce qui pouvait être dit autour de ça. Donc oui, cela peut le renforcer, effectivement. Je note quand même que l'Union nationale, et elle me fait plaisir, s'est exprimée depuis ce matin, et ça c'est une très bonne chose quand même pour le pays et face à la paix. Julien, vous partagez le point de vue de Philippe sur le fait que ça va certainement renforcer Emmanuel Macron dans son rôle de chef d'État. Oui, sauf si les Français commencent à avoir froid parce qu'on manque de gaz, et s'ils commencent à avoir faim parce que le prix des pâtes, c'est avec l'Ukraine et le grenier à blé de l'Europe, et que les pâtes sont faites de blé, donc ça risque de poser un petit souci. Mais moi j'ai envie de dire, quelle élection présidentielle, vous pouvez m'expliquer quelle est l'élection présidentielle qui se joue en ce moment ? Et moi depuis quelques mois j'ai pas entendu de débat, j'ai pas entendu d'autres propositions que des propositions strictement démagogiques. Donc franchement, on a une élection tous les 5 ans où on peut vraiment permettre aux Français de s'exprimer, de débattre. Et entre la pandémie et maintenant cette situation Elle a été internationale... volée, cette élection, pour vous ? Bon, volée, elle n'a pas encore eu lieu, mais je veux dire, en tout cas, les Français, oui, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal d'élections présidentielles qui sont un peu volées, effectivement, de leur débat démocratique. Bérangère Noguier, notre invité, quel est votre point de vue ? En plus, vous soutenez Yannick Jadot, qui est un concurrent Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de venir avancer des propositions, y compris sur l'environnement, l'écologie, quand on est dans une situation de guerre proche de chez nous ? Forcément que l'émotion est telle qu'il est difficile d'aller sur le fond et de remettre du débat. Déjà que depuis des mois, il n'y en avait pas vraiment. On a quand même un candidat qui a pris beaucoup d'espace pour justement mettre plutôt sur la table des thèses xénophobes, des thèses d'exclusion. Donc aujourd'hui, il va falloir être aussi très prudent justement à ce que cette situation d'insécurité que produit cette guerre en Ukraine ne ravive pas des tendances sécuritaires et identitaires. Donc après, à nous, militants et candidats, à justement prendre cette responsabilité de remettre des sujets, des vrais sujets, parce que voilà, la dépendance aussi au niveau énergétique de pays et d'oligarques, je peux aussi s'inviter dans le débat. Enfin, la question au niveau alimentaire sur notre dépendance aussi de certains pays vis-à-vis de ça, ça repose aussi des débats qui se passent sur notre sol, sur aujourd'hui, quelle est la capacité de la France aussi à produire, que ce soit au niveau industriel, au niveau agricole. Est-ce que sur le nucléaire, ça remet en cause votre position ? On avait la même idée avec Philippe. On n'est pas encore dans l'interview. Non, c'est vrai, mais on est dans le débat. Sur le nucléaire, on voit bien que l'Allemagne qui a renoncé à son nucléaire, qui, en absence de gaz russe, va devoir aller chercher du charbon. C'est catastrophique. Et en parlant de nucléaire, la présidence ukrainienne affirme que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Ouais, super. Donc oui, je vous confirme effectivement que je maintiens ma position, d'autant que la situation de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne sur justement la composition de son parc énergétique. D'autant que... On peut dire ouf du coup. Ah oui, grâce au nucléaire, j'ai envie de dire. Alors grâce au nucléaire ou pas, alors moi je rappelle juste que cette théorie elle est valable que si elle est réaliste et fiable, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, on a donc une annonce de 6 EPR de plus. Je rappelle que l'EPR de Flamanville, qui devait être livré en 2012 et coûter 3 milliards, aujourd'hui, 10 ans après, il n'est toujours pas livré. On ne peut pas dire aujourd'hui s'il sera livré un jour, et il a coûté 19 milliards. Donc si c'est sur ces bases-là qu'on compte demain pouvoir être dépendant au niveau énergétique, je pense qu'on est plutôt mal barré. Donc moi, je suis pour... Alors, vous l'avez vu, notre candidat, c'est pas une sortie du nucléaire immédiate, c'est d'ici 2020, d'ici 20 à 25 ans, le temps justement de mettre en place un mix énergétique où justement on va recréer de la production en France, on va recréer sur notre territoire aussi de l'emploi pour des artisans. Je pense que ce sera d'autant plus bénéfique également pour notre sécurité.